Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a eu de multiples séances de travail séparées avec les acteurs politiques, économiques et sociaux haïtiens. Le chef du gouvernement de la Jamaïque s'est montré préoccupé par la crise et est disposé à accueillir chez lui une conférence des acteurs pour une solution haïtienne à la crise. L'avocat Salim Soukar estime que les sanctions adoptées contre lui par le Canada sont injustifiées. Le juriste annonce qu'il va porter plainte contre les autorités canadiennes si elles refusent de revenir sur leurs décisions. Les cadres de l'administration publique ont défilé ce mardi dans les locaux de l'Unité de lutte contre la corruption, ULCC, pour effectuer leur déclaration de patrimoine, une obligation faite par la législation haïtienne. Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness est le fer de lance de la nouvelle offensive de la communauté internationale pour trouver une solution à la crise haïtienne. Chef d'une délégation de la CARICOM, M. Holness a eu de multiples séances de travail séparées avec les acteurs politiques, économiques et sociaux haïtiens. Le point focal de ces réunions aura été le déploiement d'une force militaire internationale. Si tous les acteurs ont admis que le rétablissement du climat sécuritaire est prioritaire, ils divergent sur la méthode. Certains plaident pour une coopération technique en vue de renforcer la PNH et les forces armées. D'autres sont prêts à accepter une intervention de troupes étrangères. Le Premier ministre jamaïcain a insisté sur la nécessité de trouver un consensus dans le meilleur délai. Il fait remarquer que la communauté internationale n'a pas d'intérêt en Haïti et concentre ses ressources sur la guerre en Ukraine. Le chef du gouvernement jamaïcain, préoccupé par la crise, est disposé à accueillir chez lui une conférence des acteurs pour une solution haïtienne à la crise. Une mission CARICOM Canada était dans nos murs avec un agenda assez chargé. Il devait rencontrer à peu près tous les personnes importantes, que ce soit dans le domaine politique, économique, le secteur privé et même le secteur religieux, les personnalités politiques. On sait que hier, ils ont rencontré entre autres le Premier ministre Ariel Henry. Nous avons aujourd'hui une autre personnalité qui a rencontré cette commission. Il s'agit de M. Clarence Renoir, coordonnateur général du Parti UNIR. Bonsoir, Clarence Renoir. Bonsoir, Serge. Je suis content d'être avec vous et avec vos téléspectateurs et téléspectatrices. Oui, malheureusement, ça se passe par visioconférence aujourd'hui et non en présentiel, comme on dit dans le langage moderne. Voilà. Bon, Clarence, j'imagine que vous aviez une idée de ce que serait cette mission avant d'avoir rencontré ses membres. Maintenant que vous les avez rencontrés, en fait, est-ce que cette impression première a changé ou est-ce qu'elle s'est confirmée et quelle est-elle? Alors, elle s'est confirmée, si vous voulez, parce que la mission était une mission un petit peu marathon, j'allais dire, une délégation qui est arrivée en mi-journée, lundi, qui a rencontré les officiels du gouvernement, le Premier ministre, le HCT, etc., et des membres du gouvernement, j'imagine, et ensuite qui devait rencontrer, vous l'avez mentionné dans votre introduction, c'est tout le personnel politique, économique, secteur de droits humains, société civile, université, secteur religieux. C'était donc une demi-journée de marathon pour les membres de la délégation conduite par le Premier ministre de la Jamaïque. Ça ne pouvait être qu'une mission de consultation et d'information. En fait, ça a été cette mission qui a été conduite sous l'œil, je dirais, du Canada, qui avait délégué quelqu'un, effectivement, pour suivre les conversations que les membres de cette délégation de la CARICOM ont tenues à Port-au-Prince pendant cette demi-journée.
Oui, donc vous avez résumé cela en consultation et information. Est-ce que cela veut dire qu'aucune décision n'a été prise? Il n'est rien sorti de concret? Vous avez très bien compris, Serge, ça ne pouvait être que ça. Elle était consultative et elle était informative parce que le Premier ministre de la Jamaïque ainsi que les membres de la délégation, il y avait son ministre des Affaires étrangères qui était là, il y avait aussi 2 délégués de ministres des Bahamas qui étaient présents, ont pris note des différentes interventions qui ont été faites par les interlocuteurs et ils ont posé des questions aussi. Et je dois vous faire part de cette considération faite par le Premier ministre Holness de la Jamaïque qui a dit le fait qu'il soit venu lui-même lui a permis de glaner beaucoup plus d'informations, de comprendre, d'avoir une meilleure compréhension aussi de la situation d'Haïti que tout ce qu'il pouvait lire dans les journaux. Là, il a rencontré différentes personnalités avec des visions différentes, avec des points de vue différents, avec des positions aussi différentes sur la crise. Donc, ce qui lui a permis d'avoir beaucoup d'informations. Il a pris note des différentes déclarations, il est reparti, mais aussi avec ceci comme promesse de rencontrer à nouveau les Haïtiens, nos voisins, a-t-il dit, parce que les membres de la CARICOM sont prêts à aider Haïti à sortir de cette impasse politique qui est une trop longue impasse. Bon, très bien. Vous avez dit, en effet, oui, visite rapide, extrêmement dense, mais finalement, dans quel but? Parce que quand on regarde l'échiquier global, il y a d'un côté, il y a l'ONU en chapeau, il y a l'OEA qui, quand même, pèse son poids, et puis il y a la petite CARICOM. Qu'est-ce que la petite CARICOM peut faire pour nous, concrètement? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Alors, ce que je dirais dans une figure de style, c'est que Haïti est aujourd'hui peut-être vu comme ça, considéré comme un ballon qui se passe de main en main. Oui. Effectivement, les États-Unis passent à l'ONA, l'ONA passe à la CARICOM. Est-ce que ça reviendra aux Nations Unies? Je n'en sais rien. Mais il se trouve qu'effectivement, d'instance internationale à instance régionale et hémisphérique, on n'arrive pas encore à trouver le bon cadrage pour résoudre le problème haïtien. Mais il y a une raison à cela, Serge. Je dirais 2 raisons principales. Ce sont des raisons, selon ma compréhension, évidemment. Il y a le fait que la crise est très complexe, la crise haïtienne. Ce n'est pas la première fois que les Nations Unies ont dû à gérer une crise haïtienne et la solution proposée ou les solutions que les Nations Unies ont proposées n'ont pas abouti à des résultats intéressants pour Haïti stable, à la stabilité, à la durabilité d'une stabilité. Absolument. Et donc, il y a beaucoup de précautions aujourd'hui du côté des Nations Unies pour dire nous allons envoyer une mission en Haïti. Je crois que la décision même serait prise de ne plus envoyer de mission en Haïti parce que ce n'est pas ça la solution à la crise haïtienne. Crise complexe et compliquée. Maintenant, l'OEA, qu'est-ce que l'OEA peut faire? L'OEA aussi a beaucoup joué dans les crises haïtiennes. Ouais. Et vous savez, l'OEA n'a pas bonne presse en Haïti. Je dirais, presse auprès de l'opinion publique en Haïti. Par rapport à plusieurs interventions, parfois très mal jugées par les Haïtiens. J'ai un souvenir très vivant des années 90, etc. Passons. Maintenant, il y a la CARICOM. La CARICOM est composée de pays voisins d'Haïti, de pays qui ont une proximité culturelle avec Haïti aussi, qui peut-être ont une compréhension de voisin à voisin meilleure que celle des autres. Et de toutes les manières, ça c'est la première explication que je donne, donc la CARICOM serait un aboutissement pour voir est-ce que la CARICOM, les Haïtiens ne se sentiraient pas plus proches de la CARICOM qui pourrait apporter une solution à ce problème. Mais le deuxième problème est aussi dans ce que le Premier ministre jamaïcain nous a dit. En tout cas, j'ai retenu ceci de lui. Aujourd'hui, Serge Clan, la communauté internationale, je dirais, le monde occidental, a les yeux tournés où? Vers l'Ukraine, pour des raisons géopolitiques. Donc le dossier n'est pas un dossier très intéressant au niveau des instances internationales. Donc aujourd'hui, la CARICOM est peut-être justement l'instance, l'organe régional proche d'Haïti qui pourrait, évidemment sous la supervision des Nations Unies, des États-Unis et aussi du Canada, apporter une solution
en tout cas accompagner les Haïtiens à trouver une solution. Et le Premier ministre jamaïcain l'a dit, donc il faut agir vite parce que justement, vous perdez de l'intérêt au niveau de l'international. Il faut trouver une solution à cette crise. Est-ce que d'après vous, Clarence Renoir, est-ce que la CARICOM, dans son ensemble, pourrait servir de courroie de transmission vers ces instances plus importantes que sont l'OEA et l'ONU? Et question subsidiaire, est-ce que vous avez pu déterminer si, que ce soit le président de cette commission, le Premier ministre jamaïcain ou les autres membres, est-ce que vous avez le sentiment que la CARICOM, dans son ensemble, est favorable à la demande du gouvernement haïtien d'envoyer une troupe militaire internationale pour régler, une fois pour toutes, entre guillemets, la question des gangs qui dominent le pays? Alors, il y a deux réponses, je dirais, à cette question. Je n'ai pas une réponse que seule la Jamaïque ou les autres pays de la CARICOM pourraient apporter s'ils désirent vraiment envoyer des troupes en Haïti. La première réponse à votre question est qu'il y a un intérêt de la CARICOM à résoudre le problème haïtien. Parce que la CARICOM paye aussi les conséquences de cette crise. Avec tous les petits bateaux haïtiens qui vont dans les îles voilà, donc ils ont un intérêt à aider à résoudre ce problème. Comment? Je ne sais pas encore. Ça va être déterminé dans le futur. La deuxième chose, il y a un consensus, je dirais, entre les Haïtiens, qui est encore non officiel, mais un consensus que la question sécuritaire est prioritaire. Donc, il faut résoudre la sécurité. Tous les Haïtiens que cette mission a rencontrés, la mission a témoigné que oui, les Haïtiens sont d'accord, il y a un problème à résoudre, le problème de la sécurité, mais c'est l'approche qui peut être différente, c'est la démarche qui peut être différente. Certains veulent une mission militaire internationale, certains voudraient que seulement, et c'est mon cas, qu'il y ait, quand je dis seulement, mais c'est beaucoup, qu'il y ait de l'assistance fournie à Haïti en matière technologique, en matière, ce que le Canada fait d'ailleurs. Le Canada envoie un avion, il va envoyer des bateaux, etc. Mais fournir aussi de la logistique à Haïti, des équipements, et fournir des instructeurs qui viennent accompagner la police nationale dans son travail. Maintenant, la CARICOM, qu'est-ce qu'elle peut apporter en troupes? C'est peut-être aussi quelque chose à inventorier, à discuter avec eux. Ceci sera fait, à mon avis, dans un deuxième temps, parce que justement la CARICOM compte, si les Haïtiens le désirent, inviter les différentes délégations d'Haïtiens à une rencontre interhaïtienne en terre caribéenne. Ça sera peut-être à la Jamaïque, à Trinidad et Tobago ou encore aux Bahamas. Le lieu n'est pas encore déterminé, mais l'idée est dans l'air d'organiser une rencontre assez vite, je dirais, pour voir si dans un endroit un peu éloigné du théâtre politique haïtien, du théâtre d'insécurité d'Haïti, du théâtre de pression aussi politique, les acteurs pourraient être sensibilisés par la nécessité d'apporter une solution définitive à cette crise. Oui, parce que en parallèle à ce que vous venez de dire, il est certain que le grand problème haïtien, ça a toujours été, enfin, au moins depuis quelques années, cette non-volonté de s'asseoir autour d'une même table pour discuter. Alors, est-ce que l'intérêt que la CARICOM nous porte et cette invitation à laquelle vous venez de faire allusion, de se retrouver dans un autre contexte géographique, est-ce que cela pourrait favoriser, enfin, ai-je envie de dire, enfin un dialogue interhaïtien? Je vais être prudent sur cette question et dans ma réponse parce que il y a eu des tentatives dans le passé. Oui. Et les crises, nous, on en a connu beaucoup. Et il y a eu des tentatives dans le passé de réunir les Haïtiens à l'extérieur, ça n'avait pas marché. Est-ce que cette possibilité existe aujourd'hui, qu'une rencontre étrangère puisse amener des résultats? Eh bien, il faut peut-être l'espérer et le souhaiter. En tout cas, c'est le souhait. Nous, à UNIR, nous avons toujours souhaité que les Haïtiens puissent se rencontrer. Oui, absolument. Et puissent se parler sans complexe, sans discrimination, sans exclusive et sans exclusion non plus. Parce que c'est important. Il faut nous décomplexer des problèmes de dire, bon, un tel c'est ma côte, un tel c'est la Valasse, un tel c'est PHTK, on ne va pas parler avec. Non. Je crois que nous devons dépasser ces petites haïtianeries, je dirais, pour montrer de la grandeur d'âme et du dépassement de soi, comme nos hommes politiques aiment bien à le dire. Maintenant,
il y a peut-être, oui, un espoir que ça peut être fait. Et ça m'a marqué. Ça m'a un peu embarrassé un tantinet, mais c'était marquant quand même. Que tout ce monde était réuni à Montana pour rencontrer, à l'appel de la CARICOM, pour rencontrer le Premier ministre de la Jamaïque. Et là, je peux vous dire que les invitations ont été lancées vraiment à la dernière minute. Et j'ai vu, il y avait beaucoup de bonne volonté, beaucoup de bonne foi de la part des gens qui se sont précipités pour aller répondre à cette invitation. Évidemment, ça aurait été entre nous, ça aurait été plus intéressant encore que nous puissions nous réunir nous-mêmes, conscients de la situation. Alors, la deuxième chose, c'est que si ce monde a pu se réunir ici, et si la Jamaïque invite ou les Bahamas, ils reçoivent, pourquoi pas ne distiller quelque chose. Cela demandera, à mon sens, qu'il y ait une préparation qui soit faite en Haïti aussi entre les acteurs, parce que aller dans une négociation à l'extérieur d'Haïti et pour revenir bredouille sans un accord, ça aurait été un mouvement vraiment. Mais écoutez, ce que j'ai envie de retenir de ce point de vue que vous nous donnez sur cette visite de cette mission CARICOM Canada, c'est que apparemment des deux côtés il y avait de la bonne volonté, la volonté de bien faire. Il y a eu des marques d'intérêt parce que ils n'étaient pas obligés de venir non plus. Hein. Ils auraient très bien pu rester chez eux et faire, comme nous le faisons là maintenant, de la visioconférence. Non, ils ont pris leurs valises, ils sont venus sur place. Ils ont rencontré dans un marathon incroyable à peu près tout ce qui pouvait être rencontré. Les gens ont répondu à cette invitation. Et apparemment, si j'en crois votre témoignage, il n'y a pas eu de couac, il n'y a pas eu de notes discordantes. Il y aurait pu en avoir, mais il n'y en a pas eu parce que les Haïtiens sont, à mon avis, ils sont dans un moment de début de conscience que cette crise a trop duré. Okay. Et ce qu'il faut peut-être espérer aussi, qu'il n'y ait pas de raidissement de la part des acteurs, pour dire, écoutez, j'ai un accord, mon accord est parfait, il est complet, il est suffisant, on n'a pas besoin d'autre accord. Non, on a besoin d'un accord consensuel, très large entre les Haïtiens, qui puisse rassurer tout le monde et qui puisse non seulement résoudre le problème prioritaire de l'insécurité pour ramener la sécurité dans le pays, parce que de la sécurité dépendent beaucoup d'autres choses, l'économie, le social et les élections, qui sont indispensables pour renouveler le personnel politique, pour remettre les institutions démocratiques en place. Donc, il faut ce préalable sécuritaire. Donc, à partir de ce moment, je crois que cette prise de conscience, si elle mord, si elle tient bien, si les Haïtiens veulent bien, eh bien, ça va conduire à des concessions qui doivent être faites de part et d'autre pour qu'il y ait un accord qui puisse tenir la route sur le reste de la transition, déboucher sur des élections acceptables et aussi déboucher sur ce que je souhaite profondément pour mon pays, c'est la stabilité politique, mais une stabilité durable. Voilà, c'était M. Clarence Renoy, coordonnateur général du parti UNIR, qui a rencontré donc à son tour les membres de cette mission CARICOM Canada et qui nous faisait part de son sentiment sur cette mission qui a duré donc pas tout à fait 2 jours en Haïti. L'avocat Salim Soukar estime que les sanctions adoptées contre lui par le Canada sont injustifiées et annonce qu'il va porter plainte. Le juriste a déploré le manque de volonté du gouvernement haïtien de résoudre le problème de l'insécurité et rappelé son travail contre la corruption dans le pays depuis plus de 20 ans. Absolument, ce sont des accusations non fondées, ce sont des attaques gratuites, ciblées. Et pendant que je te parle, mes comptes en banque sont bloqués. Mes comptes en banque sont bloqués. On me frappe de mort civile. Et c'est inacceptable. Ce n'est pas tolérable. Je suis la première personne, Wendell, à avoir accueilli l'idée des sanctions. Mais je m'attendais à ce que le travail soit fait de manière professionnelle. Parce que quand il y a des gens qui méritent sous sanction, mais il y a une façon pour rassembler évidence. Regardez d'ailleurs, après que le gouvernement américain dit carrément qu'il ne peut pas rentrer dans la logique du Canada,
Et là, ils ont déclaré que contrairement au Canada, c'est grave comme déclaration. Contrairement au Canada, il faut qu'ils aient eux-mêmes des preuves parce qu'ils ont un système judiciaire qui est très rigide. Les Français même ont dit qu'ils ne suivent personne. Le cri haut et fort. Il y a un ami qui m'a toujours dit que c'est plus difficile de prouver qu'on n'a pas fait quelque chose que l'on n'a pas fait. Tu vois, et c'est là son m'a suivi, m'a monté parce que, mais fort heureusement, j'ai le support des amis et des gens qui me connaissent, qui savent qui je suis, qui depuis 20-25 ans, je travaille dans le domaine du droit. J'ai participé à la mise en place de l'UCREF, je participais aux réunions du CNLBA, j'ai monté le CNLBA avec René Magloire, j'étais conseiller en question de blanchiment, j'ai travaillé à la réforme pénale, j'ai travaillé à la mise en place de la loi contre le blanchiment des avoirs et de sanctions dans le terrorisme. Pendant notre gouvernement, nous avons encouragé le vote de la loi contre la corruption. Donc, je ne peux pas avoir une carrière en ligne droite de 20 ans et que vous me dites que j'aurais choisi, par quelque artifice que ce soit, de l'envoyer aux toilettes. Et ce qu'on transmet à nos enfants, c'est un nom, c'est une dignité, c'est une réputation. Donc, si j'aime ta café, mais même rentrer dans la logique ça, pour que ma souille propre, non moins, et que je ne pas garder propre petit moins. Donc, c'est gratuit, ces accusations, et je les dénonce de toute force. Je ne peux pas rentrer dans la spéculation, mais même moi, je connais que pour déterminer l'information, un gouvernement qui se respecte doit mettre les moyens en place. Si vous savez qui sont les coupables, qui sont les suspects, il faut carrément les sanctionner. Ne demandez pas à l'international de le faire. Si vous avez des suspicions sur un monde que l'y impliqué dans le trafic d'armes, sanctionnez-le. Si vous connaissez un policier qui a besoin d'informations, arrêtez-le. Mes amis, c'est pas à l'étranger de faire le ménage chez nous. C'est nous pour gérer notre linge sale en famille. Salim Souka pour porter plainte? Oui, absolument. C'est l'idée, c'est l'objectif. Il fallait quand même que je prenne la parole pour défendre ma position, mon honneur, et je ne peux pas le permettre que dans 20 ans de carrière moyen, qu'il apprenne le traîner dans la boue. Bon, ça, c'est inacceptable. Et je vais me plaindre, je prends tous les moyens possibles pour arriver à obtenir justice. D'abord, enlever mon nom de cette liste-là parce que c'est une liste infâme et c'est absolument regrettable que les conditions d'accès de cette liste-là ne sont pas les mêmes conditions de retrait. Et donc, je vais dénoncer ça. Dans un pays qui se veut démocratique, il faut le respect des garanties judiciaires et là, c'est de l'arbitraire. L'unité de lutte contre la corruption, ULCC, a réalisé sa première édition de journée de déclaration de patrimoine pour les cadres de l'administration publique. Selon le porte-parole de l'ULCC, Daniel Jean, il s'agit d'une formalité importante dans la lutte contre la corruption prévue par la loi du 12 février 2008. Force est de constater que 15 ans après promulgation de loi, nous avons un faible pourcentage, environ 9% de concernés, c'est-à-dire de personnes assujetties qui font déclaration patrimoine. Nos dynamiques 1 pour inciter autorités concernées à réaliser déclaration patrimoine et 2 pour annoncer, n'est-ce pas, l'application des sanctions prévues par la loi contre les contrevenants, l'ULCC organise cette journée de déclaration de patrimoine, côté que en un seul lieu se réunissent des notaires, des greffiers, des substituts du commissaire du gouvernement et des agents de l'unité de lutte contre la corruption qui a facilité concernés à faire déclaration patrimoine. C'est une occasion unique parce que en temps normal, faut que tu viennes pour un formulaire là dans un greffe tribunal première instance domicile ou bien dans un bureau ULCC. Après, ou fin rempli formulaire là, ou al bail notariel, après qu'on fin notariel, ou retourner dans greffe là, et après greffe là fait suivi, substitut du commissaire au gouvernement fait suivi, après, ils remettent tout, ils ont accusé réception. C'est un processus qui est relativement long. On est d'accord. Maintenant, cette journée offre l'opportunité aux concernés de faire tout ça en un seul moment et en un seul lieu. Si vous faites fausse et déclaration, si vous apportez de fausses pièces, il y a une brigade et il y a un service qui sont là pour vérifier l'authenticité de ce que vous dites. Et la loi, il y a déjà en matière pénale et à travers même de la loi du 12 février 2008, il y a des prescrits légaux qui permettent nous traduire moun ça en justice et la
condamné pour faux et usage de faux. Maintenant, l'ULCC prend le nom de cette personne, l'a documenté sous lui et l'a voyé devant tribunal correctionnel, qui lui-même, tribunal là, qui a condamné Mounsa, qui a enlevé droit civil et politique. Ce sera la mort civile. Qui a enlevé droit civil et politique Mounsa. C'est-à-dire, Mounsa, pas qu'à voter, il pas qu'à candidat dans l'élection, il pas qu'à porter zam, il pas qu'à témoin dans affaires privées, tant qu'au niveau et la justice. On paquet l'autre sanction que la loi prévoit parce que moun n'a pas fait déclaration patrimoine qui c'est une obligation de la loi dans le cadre de lutte effective contre la corruption parce que cette loi l'a anticipé enrichissement illicite. C'est-à-dire pour moun pas entrer dans fonction sans l'argent, sans bien et puis le l'a quitter fonction pour étudier déclaration patrimoine pour que il y ait une inadéquation, pour que il y ait une disproportion. La structure Noussé Dorval et le cabinet d'avocats Bazoche Law Firm demandent au doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Chavan-Étienne, de désigner sans délai un nouveau juge pour la poursuite de l'instruction du dossier de Maître Montferrier Dorval. Il déplore qu'aucune avancée significative n'ait été faite dans le cadre de ce dossier. Ce 28 février 2023 fait exactement 30 mois que le bâtonnier des avocats de Port-au-Prince a été assassiné en sa résidence à Pèlerin. Et nous-mêmes, nous disons au prime abord, nous disons si bâtonnier Dorval n'a pas de justice, personne n'a pas de justice. Pour qui ça nous dit ça? Le bâtonnier de l'ordre des avocats, c'est symbole, son symbole. Bâton symboliser la justice, il symboliser l'état de droit. Automatiquement, l'état de droit, il tomber, tout le temps nous pas arriver, relever l'état de droit, eh bien, pas de personne qui a besoin de justice. J'en ai dit pour Jovenel Moïse, eh bien, je dis à Jovenel Moïse tombé. Et si l'autre monde qui l'a, yo pas prend initiative pour que yo favoriser pour bâtonnier Dorval jeune justice, n'a dit yo tout le monde qui tombé dans la même condition yo, la très difficile pour jeune justice. Je dis à 30 mois et 28 août 2020, 28 février 2023, ben nous 30 mois depuis bâtonnier a tombé. Depuis bâtonnier a tombé, eh bien dossier ça, au lieu que lumière faite autour de lui-même, gagne un ensemble de tentatives qu'a fait pour éliminer juridiquement. Nous-mêmes au niveau des structures, nous c'est Dorval, côté que nous avons demandé pour dossier ça, il n'est pas éliminé dans l'opinion publique nationale et internationale, il faut qu'il y ait un juge d'instruction qui intègre, qui est compétent, qui est honnête pour désigner, qui gagne assez de courage également pour désigner, pour instruire dossier, pour permettre lumière faite. Nous-mêmes, au niveau des structures, nous, c'est Dorval, et intérêt nous, c'est permettre à ce que la justice li rétablisse dans le pays, et quel que soit le monde qui est victime pour y avoir une justice, mais particulièrement le symbole. Puisque le symbole l'a tombé, il a demandé justice pour ce symbole là. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.